Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Bonjour, Georges Bensoussan. Bonjour Antoine Mercier. Alors, on vous retrouve ce mois-ci sur Mosaïque dans le cadre d'une série d'entretiens à l'approche du premier anniversaire de ces massacres du 7 octobre. Où en sommes-nous un an après? Qu'est-ce qui a changé pour Israël? Qu'est-ce qui a changé pour le monde depuis un an? Quelles sont aussi les problématiques qui demeurent en place? Au-delà de cette année difficile, est-ce qu'il y a enfin des raisons d'espérer dans un avenir meilleur? Ce sont quelques-unes des questions qu'on posera au cours de cette série. Et avec vous, eh bien, on va s'interroger bien sur la signification et aussi la difficulté qu'il y a pour les Israéliens à vivre cette période déchirée comme est aujourd'hui encore la société, alors que rien ne semble vraiment réglé, ni la question des otages, ni la question des déplacés du Nord. On parle d'ailleurs d'une offensive israélienne au Liban prochainement pour essayer de régler cette question, ni les menaces d'ailleurs de l'Iran, ni même donc ces querelles internes. Comment est-ce que les Israéliens s'apprêtent à vivre ce moment selon vous? Et la société israélienne ressemble à un gigantesque chantier, c'est-à-dire qu'aucun, vous l'avez dit, aucun des grands problèmes n'a été réglé. Tout est en l'état. La société est extrêmement fracturée, entre autres sur la question des otages, mais pas uniquement. C'est-à-dire que les anciennes fractures d'avant le 7 octobre, elles sont là, elles sont réapparues en force. Il y a un profond rejet de l'équipe Netanyahou qui dépasse largement le camp des anti-Netanyahou traditionnels et qui se focalise en particulier sur le ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, des questions de police. Donc c'est une société à la fois résolue sur le plan militaire, mais en très grand désarroi. La société civile est en très grand désarroi parce que, vous l'avez dit, aucune des grandes questions n'est réglée. Et tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza, il n'y aura pas d'accalmie ni au nord, ni même d'ailleurs avec les Houthis. Donc la situation est extrêmement fragile, mais en même temps, il n'y a pas lieu non plus de penser que la situation en Israël aujourd'hui est catastrophique ou en tous les cas dramatique. Non. À part, il y a beaucoup plus de facteurs, je dirais, d'espoir que de facteurs de désespoir aujourd'hui dans la situation israélienne. Mais tant que le cessez-le-feu n'est pas réglé, la question du cessez-le-feu n'est pas réglée et que la question des otages n'est pas réglée, on sent une situation d'enlisement en général, comme si la, la, la société israélienne n'arrivait pas à embrayer réellement sur un présent un peu plus dynamique. Là où Israël est divisé en ce moment, hein, c'est cette question des otages, libération des otages ou poursuite de la guerre contre le Hamas. On en parlait d'ailleurs un petit peu lors d'un précédent entretien. Il semble que la perspective d'un cessez-le-feu à Gaza se soit maintenant éloignée, mais la question a ressurgi comme en écho finalement aux divisions d'avant le 7 octobre. Quel est l'enjeu au fond de cette déchirure pour la société israélienne? Ceux qui privilégient d'abord les otages, ceux qui souhaitent d'abord qu'on aille jusqu'au bout dans cette guerre à Gaza. En fait, l'enjeu est exactement le même que celui du 7 octobre, c'est-à-dire que la question des otages, elle s'est posée d'emblée comme un gigantesque chantage sur la société israélienne et presque un an après, ça a parfaitement marché. Le piège du Hamas a parfaitement marché. C'est-à-dire que le prix de la libération des otages sera élevé, mais le prix de l'abandon des otages sera tout aussi élevé, peut-être même plus élevé. Donc on n'en sait rien, mais ce qui est frappant quand même dans cette affaire, c'est que tout le monde a oublié que la politique israélienne en matière d'otages avait longtemps été, du moins tant que la gauche était au pouvoir, de ne pas céder au chantage des otages. Je rappelle que Mahalot, en 1974, il y a eu un chantage aux otages et beaucoup d'enfants l'ont payé de leur vie. L'hôtel Savoie à Tel Aviv en 1975. Je rappelle Entebbe en 1976, c'était aussi une question d'otages et les Israéliens n'ont pas négocié et ont tenté une opération militaire très risquée qui a réussi, heureusement, mais très risquée au départ. Et tout le monde l'a oublié, cela. Et parce qu'il y a le précédent Gilad Shalit qui a été une véritable catastrophe, une défaite morale pour l'État d'Israël. Un otage libéré après 5 ans de captivité contre plus de 1000 terroristes palestiniens. Donc aujourd'hui, tout apparaît comme si l'abandon des otages serait un suicide moral en ayant perdu de vue justement cet arrière-fond historique. Alors le problème, c'est que la priorité de nos otages, ce serait un suicide politique. Et c'est le piège du Hamas aujourd'hui. Et en même temps, l'abandon des otages, ce serait un suicide moral. Donc voilà le piège. C'est que l'État d'Israël est confronté entre deux formes de défaite.
une défaite politique ou une défaite morale. Je ne parle pas de défaite militaire, parce que militairement, tout le monde le sait, l'état-major israélien l'a même redit encore ces derniers jours, le Hamas est défait militairement. Ses capacités de nuisance sont pratiquement toutes détruites. Ils ont perdu 18 000 combattants. Ils ont perdu l'essentiel de leur infrastructure de combat et l'essentiel de leurs tunnels. Voilà où aujourd'hui on en est. D'ailleurs, ce qui est frappant, d'ailleurs, c'est que les rares otages qui ont été libérés, et les témoignages qui sont parus dans la presse française à cet égard, disent que leurs ravisseurs se réjouissaient bien sûr de la situation dramatique dans laquelle ils étaient, en ricanant devant eux, en leur prononçant constamment le nom de Gilad Shalit. Intéressant à noter. Cette question du rapport entre les impératifs finalement du collectif et puis la défense des individus, c'est une préoccupation un peu constante hein, dans tous les dirigeants politiques en général qui doivent arbitrer entre ces deux dimensions. Mais on a le sentiment que la question se pose de manière particulièrement aiguë, hein, voire centrale pour Israël, comme si la nécessité d'articuler cette défense des individus avec le collectif était un enjeu fondamental finalement pour Israël. Est-ce que c'est parce que l'éthique juive, finalement, contraint l'État d'Israël à ne pas pouvoir agir comme un État normal, entre guillemets, Georges Bensoussan? Il y a beaucoup de questions là il y a beaucoup d'éléments du moins de réponses dans la question que vous posez. Il est indéniable que se réactive ici le vieux problème de l'antinomie entre la nécessité de l'État et la morale juive. Et comme s'il y avait une difficulté à concilier les deux sur le fond, et tout simplement la difficulté entre la morale des individus, le fait de donner la priorité au sauvetage, qui a toujours été d'ailleurs une des lignes conductrices de l'armée israélienne, et la nécessité politique, c'est-à-dire la raison froide de l'État qui implique souvent d'abandonner les otages, comme ça s'est souvent produit. Et à cet égard, l'écart, ou du moins le fossé entre la morale d'une part et la nécessité politique de l'État d'autre part, est très bien illustré par un événement dramatique à la jeunesse de l'État d'Israël, qui était la question de l'Altalena. Je dois la résumer d'un mot. En juin 1948, c'est-à-dire au moment de la première trêve dans la guerre israélo-arabe, qui commence, je le rappelle, israélo-arabe, je dis bien, et pas israélo-palestinienne, le 15 mai 1948, lors de la première trêve, un navire affrété par l'Irgun, organisation dissidente de la Haganah depuis déjà plus de 15 ans, sinon 20 ans, un navire affrété par l'Irgun parti de France, chargé d'armes, destiné à l'Irgun et d'un certain nombre d'ailleurs de militants de l'Irgun, arrive en vue des côtes israéliennes et Ben Gurion, qui est chef de l'exécutif du nouvel État qui vient d'être proclamé le 14 mai 48, déclare à Menachem Begin que ces armes vont à la seule instance armée de l'État d'Israël, c'est-à-dire l'armée israélienne qui vient d'ailleurs d'être créée, qui s'appelle Tsahal. Begin ne l'entend pas de cette oreille et demande à ce qu'une partie des armes soit destinée à l'Irgun. Mais il n'est pas question, puisqu'à partir du moment où il y a un État, il n'y a qu'une armée, et donc les milices annexes, comme l'Irgun ou le Lehi, sont désormais fondues dans l'armée israélienne. Et ça donne cette scène dramatique du navire de l'Altalena devant la côte israélienne à Tel Aviv, qui refuse de se rendre, et Ben Gurion donne l'ordre à l'armée israélienne de tirer au canon sur l'Altalena. Ce qui se produit d'ailleurs avec la perte d'un certain nombre de combattants, la perte d'une partie de la cargaison, etc. Et donc on peut dire que si officiellement l'État d'Israël a été créé le 14 mai 48, je crois que politiquement il a été créé fin juin 1948 avec l'Altalena. C'est au moment où Ben Gurion dit la nécessité et la loi de l'État passent avant la notion de communauté ou de morale juive, à savoir que nous ne sommes pas une grande famille, nous sommes désormais une nation, un État, et c'est la loi de la nation et de l'État qui prévaut sur la morale des individus. C'est un événement dramatique, c'est un événement qui mérite quand même qu'on y réfléchisse quand on pose la question depuis un an des otages qui fracturent la société israélienne. Comment ça s'est déroulé ce débat avant finalement dans l'histoire du mouvement sioniste? Il y a eu des moments aussi où on s'est dit, bon, on crée un État, donc on va créer une politique. Dans Oui, quelle mesure on va garder notre vocation juive? la question s'est posée très tôt, à partir du moment où les sionistes
créent leur première milice d'autodéfense, le HOMER, en 1907, se pose la question de la violence, de la réappropriation par les Juifs de la violence. C'est un peuple diasporique qui a toujours vécu en situation de minorité, qui n'a donc pas usé de la violence, évidemment, qui a essayé de parer à la violence, et il lui faut désormais cesser d'être une minorité, mais penser en majorité et penser en utilisant la violence. Ça a été un très long apprentissage que de se réapproprier l'usage de la force. Et ça a donné lieu à des conflits très violents, des conflits verbaux très violents entre différentes tendances du mouvement sioniste, entre un Jabotinsky, par exemple, mouvement révisionniste, pour lequel il fallait que l'éducation militaire rééduque la conscience juive et qu'elle cesse de se penser en minoritaire, et toute l'optique du mouvement, au contraire, ouvrier, travailliste, c'est-à-dire la gauche qui domine le Yishuv des années 20 jusqu'à la fondation de l'État et même jusqu'en 1977, avec la victoire de Begin aux élections, qui pense au contraire que la chose militaire est un danger, qu'il faut qu'il faut y consentir, mais vraiment en ayant, en prenant le maximum de précautions. Et c'est d'ailleurs dans ces années-là, les années 1940, que la force militaire juive de la Haganah crée ce fameux concept de la pureté des armes, Toar Neshek. La pureté des armes, à savoir que le fusil, oui, nous en avons besoin, mais nous ne devons pas le déifier. Et ce n'est pas le fusil ni la force armée qui doit désormais dicter notre conduite. Ça a donné lieu à de très, très difficiles combats, et ça a été pour les Juifs, passant de l'état de diaspora à l'état d'État-nation, ça a été un débat très compliqué, très, très difficile, que cette réappropriation de l'usage de la force. Il a fallu, d'une certaine façon, combattre des siècles et des siècles de morale diasporique. Alors aujourd'hui, en étant sur ce point, on a l'impression que bon, le seuil est franchi, hein, chacun s'accorde en Israël pour penser qu'il faut qu'il y ait un État, mais que cet État n'est pas non plus, comment dirais-je, comme un autre, tout à fait comme un autre, et doit peut-être se comporter Oui, différemment. c'est Ça, la là, grande question de est-ce que cet État peut être un État normal un jour ou l'autre? Je ne le pense pas. Je pense que l'État d'Israël ne peut pas être un État normal. Alors, il y a deux raisons à cela. Il y a ceux qui sont croyants et qui pensent que dans la mesure où cet État est indissociable de la Torah, la croyance ou pas en Dieu ici n'intervient pas. La Torah, c'est comme l'acte dit identitaire fondamental du peuple juif. Si cet État est l'État du peuple juif, eh bien, et si la Torah est au centre de leur vie, ils considèrent que le message même de la Torah aux nations fait que cet État ne peut pas être un État ordinaire, un État normal. Mais il y a tout simplement une autre raison pour laquelle cet État, hélas, ne peut pas être un État normal, c'est que le signe juif reste dans les ères de civilisation chrétienne et musulmane un signe de réprobation, un signe de rejet, un signe paria, comme disait l'historien anglais Yam Maccoby, et par conséquent, l'État d'Israël aujourd'hui a hélas hérité de cette situation de signe paria. C'est l'État paria par excellence. Donc, que les Israéliens le veuillent ou non, ils sont malheureusement les citoyens d'un État qui est décrété un État paria, donc ils ne peuvent pas être un État normal aux yeux d'une partie du monde. Et celui qui ne le comprend pas, celui qui ne l'accepte pas, celui qui n'en fait pas d'une certaine façon aussi un axe de conduite, parce que c'est ainsi, eh bien, il trouvera difficilement sa place dans l'État d'Israël contemporain. et c'est pour ça peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes quittent Israël Oui, aujourd'hui. oui, oui. Ceux qui ne comprennent pas ce pourquoi cet État a été créé, ou qui ont perdu de vue précisément la nécessité de créer cet État à la fin du 19e siècle, cela se demande finalement, dans la mesure où ils se pensent en tant qu'occidentaux hédonistes, ils se demandent ce qu'ils font dans ce petit bout d'Orient perdu, confronté à la guerre en permanence. Et à partir de là, malgré l'attachement qu'ils ont envers leur patrie de naissance, ils sont tentés par le départ. Oui. On a souvent dit que ce 7 octobre avait rappelé aux Israéliens leurs origines juives. Certains ont dit que les Israéliens avaient replongé dans cette ambiance pogromique, hein, alors qu'ils pensaient précisément être sortis de cette période en sortant de l'exil et en revenant sur leur terre dans le cadre d'un État dont la vocation était précisément d'être pour chaque juif un refuge. Est-ce que vous avez le sentiment que cette nouvelle donnée, donc de retour à une forme juive identitaire, est-ce que ça va rester, selon vous, ça va s'inscrire durablement dans l'identité israélienne, cette fragilité existentielle? Cette fragilité existentielle a toujours existé, en fait. Et ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé le 7 octobre, c'est qu'on a oublié cette fragilité.
Donc, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pas un retour à la fragilité existentielle, c'est un retour au réel, tout simplement. Depuis 1948, cet État est fragile existentiellement parce qu'il est menacé, il est d'ailleurs le seul État de la planète à être menacé de disparition. Il y a même un État membre de l'ONU, l'Iran, en clair, qui menace carrément de le faire disparaître de la planète. Et dans les slogans qu'on a entendus un peu partout, la Palestine libre de la mer au Jourdain, signifie clairement la disparition de l'État juif. C'est le seul État dans cette situation-là. Donc la précarité existentielle, elle est là depuis 1948, elle était là déjà avant 1948, et après la guerre du Kippour, ou pendant la guerre du Kippour, on a dit exactement la même chose. L'État d'Israël avait frôlé le désastre absolu dans les premiers jours de la guerre, et on était revenu à une précarité existentielle. En fait, elle n'avait jamais disparu. Simplement, certains l'avaient oublié. Donc c'est un retour au réel. Ce qui est un retour à la condition juive, ce qui n'est pas la même chose, c'est le 8 octobre, c'est pas le 7 octobre. Le 8 octobre, c'est le retour à la solitude juive. Et là, d'une certaine façon, l'État d'Israël a renoué avec une solitude existentielle qui a constamment marqué le peuple juif durant des siècles et des siècles dans son histoire de la diaspora. Ça, c'est l'élément le plus dramatique, je crois. Donc le retour au réel, au contraire, l'élément positif de ce qui s'est passé de la tragédie du 7 octobre, l'élément négatif, c'est l'expérience de la solitude. C'est, je pense, le plus important, même s'il n'y a pas que cela. C'est-à-dire que ce qui a marqué le 7 octobre aussi, c'est la faillite d'un certain autisme israélien. Ce qu'on appelle en Israël avec un certain mépris aujourd'hui la conceptia, c'est-à-dire cette idée que les gens de Gaza ne seraient jamais capables d'une invasion terrestre aussi importante, alors que des rapports avaient fait état des menaces, etc. Bref, le fait que tout un état-major n'a pas voulu écouter, tout un état-major politique et militaire n'a pas voulu entendre, c'est malheureusement l'histoire d'un mépris, l'histoire d'un autisme qui est, qui était déjà là bien avant 1948, c'est-à-dire finalement d'un mépris de l'environnement arabe, d'un mépris également du monde séfarade et oriental, et c'est inséparable. L'idée que ces gens-là ne seraient jamais capables, à certains égards, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est la faillite euh, d'une attitude méprisante de cet establishment ashkénaze, d'origine ashkénaze, très bourgeois sur le fond, qui a considéré toujours avec condescendance un certain environnement moyen-oriental, y compris l'environnement séfarade et mizrahi. De certaine façon, le résultat est là aujourd'hui. On ne peut jamais mépriser l'ennemi, jamais le sous-estimer. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est malheureusement la faillite de cette conception-là. Vous avez parlé du 8 octobre, hein, vous vouliez dire le fait que dès le 8 octobre, dès le lendemain, effectivement, Israël s'est retrouvé sur le banc des accusés avant même de riposter. Est-ce que c'est ça qui a accru aussi la condition, l'idée de la Oui, condition? profondément. Là-dessus, on peut dire que les Israéliens ont renoué avec la condition juive que connaissent très bien la diaspora, c'est-à-dire l'expérience de la solitude absolue. Quand on regarde ce qui se disait, par exemple, après 48 ou après 56 ou après la guerre des 6 jours ou après la guerre du Kippour, c'est finalement toujours la même chose, c'est-à-dire le retour à une condition juive qui est une condition de solitude. Israël se retrouve seul. Alors évidemment, il y a toutes les proclamations des nations occidentales face à l'antisémitisme, et en France, on le sait bien, c'est lorsqu'on frappe un juif, on frappe la France, on frappe la République, etc. Non, finalement, ce que les juifs savent et ce que les Israéliens savent aussi, c'est par exemple en France ou ailleurs, lorsqu'on frappe un juif, on frappe un juif, c'est tout. On frappe pas la France. La France ne s'en porte pas plus mal sur le fond. Donc on a beaucoup d'envolées lyriques, beaucoup de rodomontades qui cachent une solitude absolue. Hélas, absolue. Même si on peut pas non plus pousser le tableau au noir, il y a plus, mais c'est malheureusement très silencieuse, de solidarité qu'on ne croit avec l'État d'Israël et avec les Juifs présents en diaspora comme en Israël aujourd'hui, en Occident. Mais malheureusement, cette solidarité n'a pas voix au chapitre. C'est pas elle qu'on entend, c'est pas elle qui occupe le devant de la scène. La difficulté quand on interroge un historien, c'est que on voit que l'histoire souvent se répète, revient, que les constantes sont là, mais tout de même, est-ce que ce 7 octobre ne va pas marquer une rupture pour l'identité israélienne? Est-ce qu'on va pouvoir revenir au même principe qu'avant? Non, on ne pourra pas revenir au même principe qu'avant. Il y a un certain nombre de choses qui sont ruinées, bien sûr. Cette fameuse conceptia, elle est totalement ruinée. Ça a été le bénéfice de la tragédie de la guerre du Kippour, avec qu'a très bien montré la commission Agranote, par exemple, c'est que tout ce qui a consisté à dévaluer et à sous-estimer l'adversaire arabe, ça n'était désormais plus de mise à partir de 1974. Il y a un certain nombre de choses qui sont désormais périmées.
Ça, c'est une évidence après le 7 octobre. Mais il y a une chose, en revanche, dont l'État d'Israël n'a pas réussi à se débarrasser depuis 1948, c'est euh, la conception d'un peuple minoritaire qui se pense en minoritaire. Or, le sionisme, c'est le fait que cette minorité est désormais une majorité juive et qu'elle devrait penser en majorité. Or, on constate que même les Israéliens, même en Israël aujourd'hui, qui sont majoritairement juifs, continuent à penser en minoritaire. Pourquoi vous dites C'est-à-dire ça, par exemple? c'est-à-dire qu'ils continuent toujours à raisonner de façon défensive, constamment défensive, comme s'ils étaient précisément une minorité, comme une minorité de galoutes. Or, justement, la révolution du sionisme, c'est d'arriver à un moment à se penser en majoritaire, et ça n'a pas été totalement réussi. Je ne dis pas que c'est un échec complet, mais ça n'est pas complètement réussi dans l'État d'Israël contemporain. C'est-à-dire que ce qui est frappant, quand on regarde l'état du conflit israélo-palestinien, c'est qu'on a affaire, dans le strict périmètre de la guerre de Gaza, hein. On a affaire à des majoritaires qui se pensent en minoritaires et à des minoritaires qui se pensent en majoritaires. C'est-à-dire qu'on est frappé, par exemple, quand on lit les conditions demandées par le Hamas pour un cessez-le-feu, on est frappé par leur outrance, c'est-à-dire qu'ils proposent ou ils demandent ou ils imposent des conditions de cessez-le-feu qui sont les conditions d'un vainqueur. On est toujours frappé par cela. Alors, ça voudrait dire quoi, se penser en majorité, finalement? Ça voudrait dire quoi? Quel Ça propos? voudrait dire avec beaucoup plus d'assurance dans sa légitimité, beaucoup plus de force dans sa légitimité et ne pas reculer. Y C'est-à-dire compris vis-à-vis enfin, surtout vis-à-vis des nations, finalement. vis-à-vis des nations, oui. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité juive profonde sur cette terre-là. En clair, les Juifs n'ont pas à quémander le droit d'exister, ils n'ont pas à quémander comme une sorte de compassion, le résultat d'une compassion ou d'une pitié universelle, le fait d'être là. Ils doivent réaffirmer leurs droits profondément. Ça ne signifie pas récuser le droit d'autrui, mais ça signifie d'abord et avant tout qu'on n'est pas là par tolérance, qu'on est là par droit fondamentalement, et qu'il y a une légitimité profonde de la présence juive sur cette terre-là, qui n'est pas une terre volée, qui n'est pas une terre spoliée, qui est bel et bien la terre ancestrale, matricielle du peuple juif. Et il n'y a pas à s'excuser d'être là. C'est C'est ça ça que je veux. ça qui est peut-être nouveau aujourd'hui, et peut-être qu'à terme, ce nouveau comportement pourrait, paradoxalement, réduire les formes d'antisémitisme. Oui, je pense que profondément, quand euh, on affirme sa légitimité, on est non seulement plus fort à ses propres yeux, mais on est fort aux yeux des adversaires. Celui qui quémande constamment le droit d'exister perd du même coup le droit d'exister par sa démarche compassionnelle. Jean Bensoussan, il faut dire peut-être un mot de la France quand même. Vous vivez, vous, entre la France et Israël. Comment vous voyez évoluer la situation, l'état d'esprit des Juifs en France, à partir de tout ce qu'on vient de dire d'ailleurs aussi? Ce que je vois en France, puisque je suis souvent invité dans différentes communautés, j'étais la semaine dernière à Lyon, par exemple, j'étais une dizaine de jours à Levallois, et finalement c'est à peu près la même chose presque partout, c'est l'inquiétude, une très grande inquiétude. Euh, y compris dans les jeunes générations qui se posent la question de savoir si elles vont rester. Bon, ce qui me frappe surtout dans Inquiétude sur quoi précisément? l'inquiétude sur l'avenir du pays, La leur France. propre avenir en France, mais l'avenir même de la nation française en tant que telle, pas seulement l'avenir des Juifs en France. C'est une double inquiétude. Mais ce qui me frappe aussi dans la situation française, c'est qu'il y a incontestablement un appareil d'État, une classe politique qui, mis à part LFI, condamne, et leurs alliés de gauche qui sont en train d'y perdre leur âme, condamne réellement ce qui est en train de se passer vis-à-vis de l'expression complètement désinhibée de l'antisémitisme en France. Mais en revanche, ce qui est frappant, c'est que les mesures ne suivent pas, c'est que la justice ne suit pas. On attend que la justice réellement fasse son œuvre. On constate qu'il y a beaucoup de proclamations, qu'il y a beaucoup d'envolées lyriques sur les Juifs, sans la France sans les Juifs ne serait pas la France, etc. Tout ça, on connaît parfaitement, on connaît par cœur, mais que, mis au pied du mur, on constate face aux agressions antisémites qu'il n'y a pas les mesures nécessaires, qu'il n'y a pas ni les mesures préventives, ni les mesures ensuite dissuasives face aux agresseurs. En un mot, que la justice ne suit pas. Elle ne suit pas d'ailleurs dans ce domaine comme dans d'autres, hein, d'ailleurs. C'est pas seulement lié à la situation des Juifs en France. Donc, en un mot,
la précarité de la situation des Juifs en France aujourd'hui, elle est le reflet de la précarité générale de la société française. Ça n'est pas un problème spécifiquement juif. Sauf que les Juifs sont en première ligne et contrairement à la Vulgate, mais il n'y a personne en deuxième ligne. Et ce sont des Juifs qui soutiennent Israël dans les communautés, évidemment, que Oui, vous visitez. Mais oui, il y a aussi tous ceux qui sont loin du judaïsme, de la pratique juive, oui. et finalement sont un peu dans un entre-deux par rapport à Israël. On le voit aux États-Unis aussi, les Juifs américains. Euh, c'est comme une sorte de peut-être de dissociation possible là entre un groupe de Si. gens qui Il y restent. a, il y a effectivement d'abord ceux qui sont très loin et qui sont rappelés à leurs conditions juives par le fait qu'on les voit comme juifs d'abord et qu'on leur demande des comptes sur la politique israélienne alors qu'ils n'ont pas évidemment à rendre. Bon, il y a ceux également qui se dissocient de la politique israélienne, alors soit de façon tout à fait sincère politiquement, soit aussi parce que l'ère du temps, le conformisme social, fait qu'aujourd'hui prendre ses distances avec le sionisme, avec l'État d'Israël, c'est s'assurer une certaine survie tranquille en diaspora, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Bon, mais ça, c'est pas très nouveau non plus dans l'histoire juive. Encore une fois, en historien, on peut dire qu'on a déjà vu ça dans les années 20, les années 30, les années 40. C'est très, très ancien comme attitude, hein. Prendre ses distances précisément avec le persécuté pour ne pas être mis, globalisé dans la même case que lui. Bon. Peut-être plus difficile encore, peut-être pour les institutions juives qui doivent continuer à jouer le jeu finalement de la République. L'institution juive continue à être légitimiste profondément, mais malheureusement, il y a encore une fois ce fameux syndrome diasporique là, dont j'ai parlé à deux ou trois reprises dans cet entretien. Ce syndrome diasporique fait que les institutions juives, comme en général le juif de diaspora, le juif de galoute, dès qu'on marque envers lui une certaine preuve d'estime, ou en tous les cas la preuve qu'on ne le hait pas, on a le sentiment qu'il perd tout sens critique. C'est-à-dire que les communautés juives en règle générale et les institutions juives en règle générale devraient davantage réagir politiquement et non pas émotionnellement. Merci infiniment, Germaine Toussaint. Je crois que c'est ce que vous nous avez incité à faire aujourd'hui, à penser non pas instinctivement, mais en réfléchissant à tout ce que l'histoire nous a apporté, nous a enseigné aussi pour comprendre notre situation et aussi les mutations en cours finalement, parce qu'il existe quand même une histoire qui revient, mais aussi qui évolue. On peut dire que c'est peut-être une sorte de spirale. Il y a quand même un sens dans cette Mais c'est- histoire. Merci beaucoup en tout cas. Oui. Merci à vous. Merci Georges Bensoussan. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.